Bonjour, bienvenue dans ce 12e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Alors depuis 1991, le 14 novembre a été défini comme la journée internationale mondiale du diabète. Alors c'est une campagne internationale qui est organisée, initiée par la Fédération internationale du diabète et soutenue par l'OMS et qui a pour but de sensibiliser les populations à l'étendue du phénomène qui est à l'échelle planétaire, puisqu'on compte environ 340 millions de personnes atteintes de cette pathologie, mais également mettre l'accent sur la nécessaire prise en charge, mais également et surtout peut-être la nécessaire prévention de cette pathologie. Alors pour nous en entretenir aujourd'hui dans Mahogany, nous recevons le docteur Lidvine Godard-Simon, bonjour, qui est gériatre au CHU de Fort-de-France, et madame Isabelle Langa, diététicienne nutritionniste, bonjour, que nous connaissons bien également. Donc c'est avec un extrême plaisir que je vous reçois pour la seconde fois sur ce plateau pour discuter avec vous de cette pathologie. Alors, juste avant, nous avons un petit film qui va nous expliquer un peu ce qu'est cette pathologie. Juste avant de lancer ce petit reportage, docteur Godard, est-ce que vous pouvez en quelques mots, très simplement, nous dire qu'est-ce que c'est que le diabète? Alors le diabète, c'est un problème dans la régulation du sucre dans l'organisme. Quand on parle de sucre, il n'y a pas que le sucre, on va dire raffiné, qu'on goûte dans les gâteaux et dans les pâtisseries. Il y a tout ce qui est des sucres lents également. Donc c'est un problème de la régulation de ce sucre et dû essentiellement à un dysfonctionnement de la production d'une hormone qu'on appelle l'insuline, qui est produite par notre pancréas et qui entraîne en fait, suite à ce manque d'insuline, un taux de sucre trop important dans l'organisme, et ça entraîne au niveau des organes différentes conséquences avec des pathologies, un vieillissement accéléré, des troubles cardiaques, rénaux, oculaires. Très bien, donc nous allons avancer dans le sujet un petit peu plus tard, donc après ce petit reportage sur les causes, qu'est-ce que le diabète? Nous nous retrouvons après. Le diabète est une maladie chronique liée à l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Il en existe deux grands types. Le type 1, dit insulinodépendant, lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment cette hormone. Parmi les symptômes, on trouve une excrétion excessive d'urine, la sensation de soif et de faim, une perte de poids, une altération de la vision et une grande fatigue. Sans traitement, la maladie est mortelle en quelques mois. Seul remède aujourd'hui disponible, l'injection quotidienne d'insuline. Autrefois fabriquée à partir de pancréas d'animaux, elle est aujourd'hui synthétisée en laboratoire. Le diabète de type 2 apparaît lorsque le corps n'utilise pas correctement l'insuline pour faire baisser la glycémie, le taux de sucre. Il est souvent lié au surpoids et un mode de vie trop sédentaire. Les symptômes, proches de ceux du diabète de type 1, sont moins marqués. Il faut donc parfois plusieurs années avant de le détecter. À terme, cette affection endommage les tissus de l'organisme. Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent. Des lésions de microvaisseaux dans la rétine peuvent rendre aveugle. Le système nerveux souffre également avec des symptômes variés pouvant conduire à des amputations de membres. Il est possible de prévenir le diabète de type 2 avec une vie saine. Surveiller son poids, faire de l'exercice physique, ne pas fumer, manger équilibré, en particulier réduire l'apport de sucre et de graisses saturées. Il représente 90% des cas de diabète, c'est donc une véritable épidémie liée au mode de vie moderne. 356 millions de personnes dans le monde sont diabétiques. Selon l'OMS, entre 3 et 4 millions de personnes en meurent chaque année, dont 80% dans des pays pauvres ou en voie de développement. Bien, un petit reportage très alarmant, on meurt du diabète, ou alors on se fait amputer à cause du diabète, ou alors on devient aveugle à cause du diabète. Alors, docteur Lidvine Godard, on va remettre peut-être un petit peu tout ça en place, et peut-être un petit peu calmer ou rassurer et ne pas être trop alarmiste. Alors, tout d'abord, dans ce petit film, on apprend qu'il y a deux types de diabète. Voilà, alors il y a deux types de diabète. Les sujets âgés sont essentiellement touchés par le diabète de type
2, c'est-à-dire que ça commence par une mauvaise utilisation de l'insuline, ce qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est-à-dire que l'insuline est bien produite par le pancréas, mais le corps l'utilisant mal, elle ne peut pas faire son travail. Le pancréas, pour essayer de contrer ça, va en produire de plus en plus et finir par s'épuiser. Quand le pancréas est épuisé, eh bien, la personne devient insulino-requérante, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que de la mettre sous insuline pour remplacer le fonctionnement du pancréas. Alors, quels sont les facteurs de risque? Est-ce que tout le monde a des chances ou la malchance d'être atteint de cette pathologie? On n'est pas tous égaux devant le diabète, comme devant la plupart des maladies. Un des grands facteurs de risque, il est quand même familial, héréditaire. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins à risque en fonction de sa famille. Quand on a beaucoup de diabétiques dans sa famille, mais c'est qu'on a le corps est génétiquement mal programmé dans l'utilisation de cette insuline et on est plus à risque. Mais ce n'est pas une histoire écrite. Si à côté de ça, on adopte un mode de vie qui fait une grande place à l'activité physique, si on adopte un régime alimentaire équilibré, ce qui ne veut pas dire se priver de sucre, mais ce qui veut dire manger de tout, comme va nous l'expliquer la diététicienne, en quantité raisonnable et variée, si on surveille son poids, le surpoids est un immense facteur de risque dans l'insulinorésistance. Donc on n'est pas tous égaux, mais on peut faire beaucoup pour éviter le diabète, pour retarder son apparition. D'accord, donc lorsqu'on a dans ses parents ou dans ses grands-parents des diabétiques ou parmi ses frères et sœurs des diabétiques, est-ce qu'on a de grandes chances ou est-ce qu'on peut passer à côté? Ou inversement, lorsque personne dans sa famille n'est atteint de diabète, est-ce qu'on peut se dire « Oh, je fais ce que je veux, je n'aurai pas de diabète ». Alors ça, je dirais que c'est un petit peu la loterie médicale, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de personnes atteintes dans sa famille et passer entre les mailles du filet avec, la plupart du temps, un mode de vie équilibré et bien adapté. On peut n'avoir personne dans sa famille et développer quand même un diabète parce que cette susceptibilité génétique, on peut la recevoir de ses parents, mais on peut aussi la développer soi-même. C'est ce qu'on appelle faire des susceptibilités génétiques de novo, donc quelqu'un dans la famille qui est nouvellement atteint de cette caractéristique. Alors tout à l'heure dans ce reportage, le commentateur nous disait que c'était une maladie des pays très développés ou des pays riches entre guillemets. Est-ce à dire qu'il n'existe pas dans les pays en voie de développement, pour être politiquement correct, de cas de diabète? Alors il y a du diabète partout dans le monde. Notre mode de vie favorise le développement du diabète. La sédentarité, tout particulièrement, dans les pays pauvres, on ne se déplace pas en voiture, on se déplace à pied, on se déplace en vélo, on a une activité physique permanente, la plupart des métiers sont physiques, ce qui n'est plus le cas dans nos sociétés où la plupart des métiers sont sédentaires, intellectuels, on est assis. Et donc ça favorise évidemment énormément le développement de ce genre de maladie. Le deuxième facteur, c'est l'alimentation. En fait, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un mode de vie où l'alimentation est extrêmement importante, où l'offre est très importante, mais pas toujours très équilibrée. Dans les pays pauvres, eh bien, on mange beaucoup moins de protéines, on mange beaucoup plus de légumes, plus de fibres, et il y a très peu d'obèses. Or, l'obésité est un facteur majeur du développement du diabète. Alors, quelles sont les conséquences d'une atteinte de diabète? Parce qu'on voit, certains diabétiques qu'on peut avoir dans notre entourage, qu'on peut connaître comme ça, sont sous insuline, prennent des comprimés, des traitements sous forme de comprimés, des traitements sous forme d'injection. D'autres n'exercent qu'une surveillance de leur glycémie. Quelles sont les conséquences du diabète chez ces différentes personnes? Alors, les conséquences, elles vont être à court terme, donc au jour le jour, et les conséquences à moyen terme, c'est-à-dire en mois ou en années. La première conséquence du diabète, c'est la nécessité de surveiller très fort son alimentation. Et ça, nous qui mangeons et qui ne sommes pas atteints de diabète, on a peut-être du mal à percevoir les difficultés que ça peut être de suivre un régime. Donc il y a un vrai compromis à avoir avec la qualité de vie des gens sur le plan de la nourriture et du côté social de la nourriture. Ils suivent un régime peu restrictif chez le sujet âgé, on en discutera tout à l'heure, on n'est pas sur des régimes restrictifs, on l'avait déjà dit lors de l'émission sur la nutrition, mais néanmoins quand même il y a cette préoccupation-là. Il y a la préoccupation en tout cas ensuite de devoir surveiller son sucre quotidiennement. Chez le sujet âgé, pour la plupart, on n'a pas besoin de dépasser un contrôle
par jour ou 2 contrôles par jour, parce que le sujet âgé, on ne va pas être aussi exigeant sur le taux de contrôle que chez le sujet plus jeune. Mais néanmoins, voilà, il y a cette autre exigence. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de surveillance du sucre, c'est par le biais de, comment dirais-je, chacun chez soi doit surveiller. Exactement. Alors, il y a 2 types de surveillance. Il y a la surveillance qu'on appelle la glycémie capillaire, c'est-à-dire cette petite piqûre qu'on fait au bout du doigt pour faire sortir une goutte de sang. Et puis, la goutte de sang est mise sur une bandelette qui elle-même est dans un petit appareil, un lecteur de glycémie. Le sujet peut faire ça lui-même quand il est autonome, et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé parce que ça lui permet de prendre en main son traitement, prendre en main son régime et adapter en fait son régime et son traitement à son activité physique, à son alimentation et à son état du moment. On ne traite pas un diabète avec la même rigueur quand on est grippé que quand on n'est pas grippé, par exemple. Ça paraît stupide, mais ce sont des traitements qu'il faut adapter à chaque fois que le sujet va faire une activité physique ou qu'il va être victime d'une petite maladie. Donc il y a cette surveillance-là, et après il y a une autre surveillance. Alors cette surveillance, c'est une surveillance qu'on met en place systématiquement à partir d'un certain âge, ou est-ce que régulièrement ou occasionnellement, même quand on n'est pas encore considéré comme une personne âgée, on va faire surveiller sa glycémie? Non, alors, soit vous êtes à susceptibilité très importante, papa et maman sont diabétiques, vous êtes obèse, vous ne faites aucune activité physique, là il faut interpeller son médecin traitant en lui disant peut-être que de temps en temps, il faudrait, à l'occasion d'une prise de sang, que je fasse contrôler ma glycémie à jeun. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, à chaque fois qu'on va dans une pharmacie, allez hop, on passe. Non, on n'a pas besoin. D'autant plus qu'il faut vraiment faire ça dans des conditions strictes, c'est-à-dire qu'il faut le faire à jeun, c'est-à-dire sans avoir mangé. Parce que, ni bu. Et c'est vrai sauf de l'eau. Voilà, sauf de l'eau, mais pas de café sucré, pas ce genre de choses. D'accord, c'est vraiment un jeûne. C'est vraiment un geste thérapeutique et de suivi très important. Donc ça s'apprend. On apprend au sujet à contrôler leur glycémie. On l'apprend peu aux sujets âgés qui ne sont pas autonomes, parce que ça nécessite quand même cette capacité de manipulation de l'appareil, de comprendre comment on adapte son traitement en fonction. Certains sujets âgés qui sont déjà atteints par d'autres maladies vont avoir du mal à faire ce suivi. Mais je dirais que la majorité des personnes âgées en ville, qui ne sont donc pas en institution, en maison de retraite, sont tout à fait capables de faire leur suivi tout seuls. Ils se piquent une fois le matin, éventuellement une fois au cours de journée si on est en phase d'adaptation du traitement, et ils rendent compte de ces surveillances à leur médecin traitant ou à leur infirmière. Après, oui, c'est toute personne, et les personnes, je vais dire que plus le diabète est compliqué, et plus on va avoir besoin de faire cette surveillance. D'accord. Donc, alors, à part cette surveillance, donc, je reviens à ma question, quelles sont les conséquences physiques Alors, au niveau physique, les premières conséquences sont cardiovasculaires. Les vaisseaux vont souffrir de cet excès de sucre et ils vont devenir moins compétents. Et les personnes vont être susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires. Elles sont par exemple à beaucoup plus haut risque de faire des accidents vasculaires cérébraux parce qu'elles sont diabétiques, ou de faire des infarctus du myocarde, ou de compliquer en fait des maladies déjà préexistantes comme une hypertension qui va être compliquée par un diabète parce que les vaisseaux vont souffrir du sucre trop élevé dans le sang. Les reins aussi vont souffrir d'une part par cette atteinte vasculaire qui va faire qu'en fait le rein va être moins bien vascularisé, moins bien nourri par le sang, et donc le rein va souffrir, et ces personnes peuvent, au bout d'un certain nombre d'années, on parle de dizaines d'années, c'est pas en 1 an, 2 ans, sauf si le diabète n'est absolument pas suivi, mais on peut au bout de 5, 10, 15, 20 ans avoir des conséquences comme une insuffisance rénale. On peut avoir les mêmes conséquences au niveau de l'œil, et tout particulièrement de la rétine, c'est-à-dire en fait cette surface à l'arrière de l'œil qui nous permet de recevoir les images. Eh bien, les vaisseaux de la rétine sont aussi des tout petits vaisseaux, et ils vont souffrir, pareil, entraîner une mauvaise vascularisation de la rétine et une cécité, si effectivement on ne traite pas ces atteintes par du laser. Enfin, les nerfs vont souffrir aussi de cette hyperglycémie, donc de cet excès de sucre, et là ça va se manifester sous forme de douleurs, ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. C'est-à-dire c'est pas une douleur comme quand vous vous cognez, c'est une douleur beaucoup plus subtile, beaucoup plus difficile à identifier. Les personnes vont vous dire quand je marche c'est comme si je marchais sur du coton, comme si j'avais des chaussettes, j'ai des picotements au bout des doigts, des fourmillements, des sensations de brûlure. Donc ça c'est vraiment une atteinte du nerf. Ça arrive aussi après plusieurs
années, 10, 15, 20 ans. Alors, quels sont les symptômes? Parce que là, vous nous décrivez finalement, effectivement, au niveau des conséquences, sur quasiment tous les organes vitaux, Oui. cœur, rein, les yeux, les nerfs. Donc, y a-t-il des signes hors surveillance, c'est-à-dire que bon, finalement, on ne s'est jamais surveillé, on a fait des analyses régulièrement, mais qui ont toujours été négatives, qui n'ont jamais laissé soupçonner l'apparition d'un diabète. Quels sont les signes qui peuvent cependant nous alerter? Alors, les signes qui vont le plus souvent alerter, ça va être le fait d'uriner beaucoup, de faire beaucoup pipi. Les personnes vont vous dire j'ai soif tout le temps et j'urine tout le temps. Pourquoi? Ça, c'est un symptôme. Ça, c'est un signe très important. En fait, ce qui se passe, c'est que le rein essaye d'éliminer le sucre. Et donc, le rein se met en hyperactivité, si vous voulez. Il urine, il produit de l'urine et le sucre est éliminé aussi dans les urines. Et donc, la personne, pour contrer cette perte d'eau par les urines, boit. Et donc, en fait, ça, c'est un signe qui est quand même fréquemment rapporté. Il y a aussi l'amaigrissement. On maigrit au début du diabète. Ensuite, il y a des signes qui sont plus subtils, qui sont des sensations de malaise, des maux de tête, des grandes fatigues, et qui sont des signes qui vont être plus souvent présentés par les sujets âgés, parce que le sujet âgé fait toujours des maladies qui sont abattardies. Le sujet âgé ne fait que rarement les manifestations très codifiées du sujet plus jeune, et donc ça va plus souvent être des céphalées, donc des maux de tête, une fatigue, un amaigrissement, une sensation d'étourdissement, qui, à l'occasion d'un bilan, va permettre de révéler en fait un diabète débutant. D'accord. Donc même lorsque chez une personne âgée, on n'a jamais constaté l'apparition de diabète, hein, il n'y a pas de pathologie diabétique, on peut s'interroger et être attentif lorsqu'on constate effectivement une augmentation de la soif, des envies d'uriner plus fréquentes, une fatigue. On peut s'interroger sur effectivement l'apparition de diabète. Exactement. Alors, mais ce diabète peut apparaître à n'importe quel âge. Est-ce que d'abord le vieillissement est un facteur aussi d'apparition du diabète? Alors oui, le vieillissement est un facteur d'apparition. En fait, il y a des pics de fréquence d'apparition du diabète. Il y a le diabète de l'enfant. Oui. Hein. Ensuite, il y a un pic de fréquence aux alentours de 45-55 ans. Et ensuite, il y a en permanence des nouveaux cas de diabète qui sont dépistés chez des sujets qui vieillissent parce qu'en fait, le corps développe cette insulinorésistance dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette difficulté à utiliser l'insuline. Alors normalement, si ce n'est que du vieillissement simple, ça n'amènera jamais à un diabète. Mais quand d'autres facteurs s'ajoutent, on peut arriver à un diabète. Et donc on dépiste des diabètes à 75, 80, 85, 90 ans. Et quelles sont les conséquences donc de ce diabète dépisté tardivement? Je suppose que ça influe sur la qualité de vie. Alors ça influe sur la qualité de vie. Le diabète dépisté tardivement est développé habituellement tardivement et n'apporte pas beaucoup plus de conséquences qu'un diabète dépisté plus tôt. En fait, ce qui pose problème avec le diabète, c'est aussi sa durée. Une personne qui commence un diabète à 50 ans risque d'être beaucoup plus embêtée par les conséquences de son diabète si elle ne fait pas bien son traitement qu'une personne qui le développe à 80. Parce que comme je vous l'ai dit, le diabète, il prend un diabète, on a bien dit, pas le diabète où le pancréas ne fait plus du tout d'insuline comme chez l'enfant, mais le diabète non insulino-dépendant du sujet âgé, c'est un diabète qui se développe à bas bruit. Ses conséquences arrivent aussi à bas bruit. Elles vont prendre 10-15 ans pour arriver. Donc le retard diagnostique ne pose pas trop problème. Très bien. Alors, on le voit, cette pathologie peut avoir des conséquences, y compris dans la vie courante, hein, amener à des complications. Dans le cadre du sujet âgé, dont on a déjà dit qu'effectivement, il pouvait être atteint d'autres pathologies, est-ce qu'on va traiter le diabète de la même façon que chez un sujet plus jeune? Alors, on va le traiter de la même façon à condition que le sujet âgé soit en très bonne santé. En gériatrie, on fait toujours bien la différence entre le sujet âgé en bonne santé et le sujet âgé fragile, puis le sujet âgé très malade. Le sujet âgé très malade, c'est celui qui est couché, qui est grabataire, qui est peu communicant, et celui-là, on va
pas en parler là sur le traitement du diabète, mais on a vraiment une prise en charge très particulière. Sur le sujet âgé en bonne santé, c'est-à-dire le sujet âgé de 80 ans qui conduit sa voiture, qui va au marché, qui va à la poste, qui marche avec son groupe de marche, on va avoir des exigences très proches du sujet adulte, plus jeune. Parce que c'est un sujet qui a une espérance de vie longue, une qualité de vie très importante et on sait que chez lui, on a intérêt à être très strict sur les glycémies pour lui permettre justement de ne pas du tout connaître les conséquences du diabète. Le sujet âgé fragile, et on peut prendre comme exemple du sujet âgé fragile le sujet par exemple qui a une maladie d'Alzheimer. C'est typiquement un sujet âgé fragile, il peut très bien présenter, mais tout son corps est fragilisé par la maladie d'Alzheimer. Si on le traite comme un sujet jeune au niveau de son diabète, on va l'exposer à des hypoglycémies, c'est-à-dire des baisses du sucre en dessous du seuil nécessaire. Et bien pour ce sujet âgé fragile, ça va être une catastrophe. Parce que cette hypoglycémie va entraîner la décompensation de d'autres organes, des accès d'agitation, des chutes, avec éventuellement des fractures dans les suites de la chute, des troubles du comportement importants, et on sait qu'on a intérêt à les traiter, bien sûr, mais à les traiter en étant moins strict pour leur éviter les hypoglycémies et leur éviter les grosses hyperglycémies aussi, donc le gros excès de sucre, juste pour maîtriser le sucre en fait et éviter le développement de complications dans les 5 à 10 ans qui viennent, mais sans être aussi strict que pour le sujet en très bonne santé. D'accord, donc des traitements adaptés, personnalisés par rapport effectivement à la situation de la personne au moment effectivement du choix du traitement. Donc on le voit, c'est quand même une pathologie qu'on a peut-être un petit peu banalisé, c'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins dans son entourage une personne atteinte de diabète. Bon, on la voit vivre normalement, bon, se surveiller ou pas d'ailleurs, mais on a peu l'idée que les complications peuvent aboutir, comme on l'a vu, au décès de la personne. Alors, est-ce que finalement, à vous écouter, est-ce que le diabète est une fatalité lorsqu'on vieillit avec l'allongement de l'espérance de vie? Est-ce que fatalement on se dit qu'à un moment on aura un diabète? Non. Non. Le diabète n'est pas une fatalité et je dirais même qu'il y a beaucoup à faire dans la prévention du développement du diabète avec des moyens non médicamenteux, avec la promotion de l'activité physique dont on ne fait pas suffisamment promotion pour toutes les maladies d'ailleurs, une bonne activité physique régulière, 20 à 30 minutes 2 fois par semaine, ça vous aide déjà beaucoup, un régime, éviter le surpoids. Des choses simples, mais c'est certainement pas une fatalité, même dans un pays comme la Martinique, où il y a une susceptibilité particulièrement importante à développer un diabète. Mais on peut lutter contre ça de façon efficace. Très bien. Alors, vivre avec le diabète, ça peut effectivement avoir des conséquences importantes sur la vie courante, des contraintes, parfois difficiles à supporter, et que beaucoup de personnes rechignent au début à mettre en place. Nous voyons un petit reportage toujours de l'Association française contre le diabète sur une personne atteinte de diabète et qui le vit au quotidien, pas forcément facilement. Nous nous retrouvons après ce petit reportage. C'est mon tiroir de diabétique. Donc dedans, je mets tout ce qui concerne plus ou moins mon diabète et donc les médicaments en attente. Et moi, donc, j'utilise l'iPhone pour porter mes propres taux. Et si tu regardes sur la semaine passée, donc là ici, tu vois, on a à peu près la semaine passée, je suis dans la zone bleue. Donc la zone bleu ciel, c'est les bons taux, entre 0,8 et 1,2. C'est d'avoir un bon taux le matin qui me fait plaisir. Et si ce taux, je pouvais l'avoir avec que des médicaments et pas de culpabilité, ben, je signerais tout de suite. Si Jean-Pierre fait attention, ben moi aussi je fais attention, donc moi aussi j'en bénéficie, je bénéficie de ça, je mange moins, on mange moins. Si on boit moins tous les deux. Si on marche, on se fait plaisir tous les deux. Et le diabète, le problème c'est que ça fait pas mal. Alors du coup, pour me motiver à le soigner, il faut que soit que je prenne sur moi,
soit que Brigitte me dise qu'il faut que je le fasse, soit qu'un événement extérieur m'incite à le faire. Je sais que les conséquences sont graves, ça j'ai aucun doute là-dessus, et jamais je l'oublie. Je sais que la conséquence quand je prends pas mes médicaments, quand je fais pas les choses proprement, c'est ça. Ça c'est la dernière ordonnance. Vous savez, il faut réévaluer les traitements. Hein. Oui. Vous savez, le diabète, c'est une maladie évolutive. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce qu'un diabétique ne fait pas ce qu'on lui dit que son diabète est moins bien équilibré, c'est parce que c'est une maladie qui évolue avec le temps. Bien, on le voit, ce n'est pas toujours facile de vivre avec le diabète, d'autant plus que Raymond, je crois, a précisé que ce n'était pas une pathologie qui faisait mal, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas alité, on a sans doute des symptômes désagréables, mais pas forcément au point d'être en constante surveillance. Alors, le docteur Godard a parlé de l'alimentation, hein, entre autres facteurs très très importants. Avec vous, Isabelle Langa, je souhaiterais effectivement qu'on s'attarde plus particulièrement sur l'importance de l'alimentation à titre préventif, mais on verra ça un petit peu plus tard, on va y revenir un petit peu plus tard, mais surtout lorsque la personne est déjà atteinte de diabète, et notamment une personne âgée, dont on sait l'importance d'avoir une alimentation attrayante et de plaisir. Comment, à partir, avec une alimentation adaptée, peut-on bien vivre, ou mieux vivre en tout cas, le diabète? Alors on va commencer peut-être par la prévention. Alors là, on en revient bien évidemment toujours aux fameux équilibres alimentaires. Alors c'est bien simple à dire, mais effectivement, comment le comprendre? Qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? Donc il faut se dire avant toute chose que c'est l'équilibre des apports alimentaires en énergie donc, par les aliments, mais aussi en contrepartie, bien entendu, les dépenses. Donc là, il y aura plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. C'est déjà l'activité physique à la base de la personne. Plus une personne aura une activité physique importante, plus les besoins nutritionnels seront importants. De même que les femmes ont des besoins quand même un peu moins importants que les hommes. Donc il faut déjà ajuster ça à sa propre personne. Et après, le métabolisme aussi de base de la personne y est pour beaucoup, puisqu'il y a des personnes qui vont pouvoir se permettre de manger beaucoup plus que d'autres sans prendre un gramme. Donc surveiller son poids, c'est également important. Donc ça passe par une alimentation équilibrée, donc les 3 repas par jour. On ne grignote pas entre les repas, on peut éventuellement faire 1 ou 2 collations si nécessaire, si on a faim. Je dirais que la présence également de fruits et de légumes verts au quotidien est importante. On entend bien les slogans, manger 5 fruits et légumes verts. Donc je pense que les légumes verts, il y en faut à chaque repas, midi et soir, et introduire 2-3 fruits dans la journée. Donc ça participe également à l'équilibre alimentaire. La deuxième chose dans l'équilibre alimentaire que j'estime importante, c'est la quantité de graisse, mais aussi leur qualité. Donc la quantité de graisse, bien évidemment, on surveille très souvent la graisse qu'on va rajouter effectivement, genre vinaigrette ou huile pour faire cuire le repas. Mais ce qu'on contrôle un petit peu moins, c'est toutes les graisses cachées en fait dans les aliments. Donc les gâteaux, les pâtisseries, les plats cuisinés. Donc ça, on maîtrise un petit peu moins. Et là, très souvent, effectivement, je dirais que voilà, les gens n'ont pas conscience de la quantité de graisse qu'ils vont consommer, mais de graisse cachée en fait. Donc ça peut être un deuxième facteur. Bien entendu, l'alcool est à limiter également dans une alimentation équilibrée, ce qui n'exclut pas de prendre par exemple son petit punch tous les jours. Donc là, je parle pour une personne qui n'a pas de pathologie particulière. Donc on est toujours dans la prévention. À la prévention, voilà. C'est-à-dire ce sont en fait des conseils, c'est des grands principes de grands base. principes de base. On en entend beaucoup parler, mais si on interroge les gens, ils ne savent pas ce que c'est l'équilibre alimentaire, je dirais au quotidien dans l'assiette. Alors il y a quelque chose que j'ai noté, enfin pas pour moi personnellement, oui. Mais pour beaucoup de gens qui se reconnaîtront. Donc un petit punch tous les jours, ça passe. Ça passe. À condition de ne pas boire de vin, par exemple, aux principaux repas. Donc on choisit, soit on boit 2 verres de vin par jour, soit un petit punch par jour. Voilà, donc ça doit rester une consommation, je dirais, modérée.
D'accord. Après, c'est pas obligatoire. Hein. J'ai pas dit non plus qu'il fallait s'y mettre si on n'en consomme pas. Et puis, boire de l'eau, c'est également un grand principe. La seule boisson, je dirais, indispensable, c'est l'eau. Et garder après tout ce qui est aliment plaisir, les gâteaux, les chips, les sodas, vraiment pour le côté festif, le côté ponctuel dans l'alimentation. C'est un peu austère comme alimentation. C'est un petit peu austère, non, parce qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à condition effectivement de cuisiner peut-être les choses. Je vous parlais des légumes verts tout à l'heure. Il est hors de question de manger des légumes verts vapeur tous les jours, midi et soir. Oui. Ces légumes, il faut arriver à les cuisiner. Donc le soir, par exemple, on pourrait penser à des potages de légumes, ça passe très bien. Et le midi, peut-être un petit gratin de Christophine, par exemple. Là, c'est beaucoup mieux accepté. Sans doute, mais c'est aussi, bon, on a peut-être un mode de vie qui ne permet pas forcément de s'alimenter aussi correctement qu'on le souhaiterait. C'est-à-dire, bon, on part très tôt le matin, on dépose les enfants, on arrive au travail, on se met tout de suite, on commence à travailler relativement tôt sous nos latitudes, on a un petit creux parce qu'on n'a pas eu le temps de déjeuner, donc vers 8-9 heures, on prend un petit quelque chose. Oui. On a un petit peu de mal à attendre 12h30 ou 13h pour le repas, donc on a tendance peut-être à aller acheter. Je dirais qu'il faut recadrer un petit peu les choses. Hein. Les principaux repas, c'est bien le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Dès lors, effectivement, qu'on va sauter des repas ou avoir des horaires décalés, ça va entraîner effectivement des dysfonctionnements au niveau des apports alimentaires. Forcément, si vous mangez rien au petit déjeuner, vous aurez faim à 9h, 10h. Vous allez être tenté à ce moment-là de prendre soit une viennoiserie, soit un petit gâteau, quelque chose qui n'est pas forcément adapté non plus. Et si on n'a pas faim le matin? On attend, alors moi je conseille d'attendre un petit peu, laisser un petit moment passer, emmener justement un petit déjeuner équilibré avec les principaux éléments, donc un produit laitier, un féculent et un fruit, et de le prendre un peu plus tard. Souvent aussi, ce que je constate, c'est que c'est consécutif aussi à une mauvaise habitude qui a été prise depuis des années. Et là, par la réintroduction, je dirais, progressive d'aliments au petit déjeuner, on arrive justement à reprendre cette habitude-là. Donc il faut essayer. Il ne faut pas se dire on n'a pas faim. Lever un petit peu plus tôt. Un quart d'heure. Un quart d'heure, voilà. Prendre un petit déjeuner ou prendre le temps de préparer un petit déjeuner qu'on va emmener soit à l'école, soit et le prendre à 8 heures au maximum pour laisser un intervalle de temps suffisant aussi entre le petit déjeuner et le déjeuner. Donc ça, c'est important effectivement de recadrer vraiment l'importance des 3 repas dans la journée. Et de prévoir éventuellement des collations. Là, je pense aux personnes qui ont des horaires assez larges, qui vont prendre le petit déjeuner, par exemple, très tôt, à 5h30, 6h du matin, et qui vont peut-être manger à 13h. Donc là, bien entendu, une collation s'impose, parce que le temps d'attente est un petit peu trop long. Collation, donc plus des fruits, des laitages, éventuellement un petit peu de féculents, donc ça peut être simplement du pain ou des biscuits secs, des choses, je dirais, le moins travaillées, le moins élaborées possible, quoi. Alors là, on est bien d'accord. Nous sommes dans le cadre de la prévention. Il ne s'agit pas de faire un régime particulier, mais de s'alimenter correctement. Et de bouger à côté. Voilà, pour favoriser les dépenses énergétiques aussi, pour rééquilibrer un petit peu la balance énergétique à ce moment-là. Est-ce que ces simples règles peuvent nous permettre d'éviter un diabète? Oui. Je dirais, si effectivement vous êtes génétiquement programmé pour ça, le diabète, je pense que vous êtes d'accord, docteur Godard, le diabète arrivera un jour ou l'autre. Mais l'objectif, c'est de repousser. Au lieu de le déclencher à 45 ans, vous pouvez très bien attendre 60 ans, par un mode de vie adapté. Ce qui permettra effectivement, on capitalise au début pour avoir une qualité de vie le plus tard possible, avec, plus le diabète apparaîtra tard, et plus on a vu que c'était une maladie à développement sur plusieurs années, plus longtemps on aura une qualité de vie agréable. Plus longtemps on repousse en fait l'arrivée des complications. Et avec un peu de chance, on ne vit jamais les complications. C'est-à-dire qu'on peut décéder diabétique en bonne santé de son diabète. Ce qui est déjà pas mal, absolument. Donc sans atteinte ni au cœur, ni aux yeux. Donc c'est possible. Donc la première des choses à faire, effectivement, je crois que c'est de la prévention et ça commence dès le plus jeune âge. Quand je dis même dès le plus jeune âge, ce serait avant. C'est-à-dire que je pense là à l'alimentation de la maman qui envisage d'avoir un enfant. Voilà.
C'est-à-dire un petit corsin dans un grand corsin. Voilà. Donc ça se prépare, une grossesse, ça se prépare et effectivement, il faut surveiller son alimentation, même avant la conception effectivement de l'enfant. Donc là, on sait également qu'il y a des risques effectivement qui peuvent être courus après par le bébé si la maman s'est mal alimentée ou s'il y a eu des complications du genre hypertension artérielle par exemple, de la maman qui a justement mal alimenté après le fœtus. Voilà. Donc ça se prépare. Et après, voilà, c'est une éducation nutritionnelle vraiment tout au long de la vie, en fait, dès le plus jeune âge. Donc, éviter déjà de donner trop de produits sucrés raffinés. Et si on aime le sucre? Tout le monde aime le sucre en général. C'est le consommer avec parcimonie. On n'interdit pas justement dans une alimentation équilibrée la consommation de produits sucrés. Mais c'est l'excès en fait qui va nuire. Alors, à partir de combien de consommation de sucre peut-on dire qu'on est en excès? Je connais très bien une personne, donc aux alentours de la cinquantaine, qui continue à manger des bonbons au quotidien. Alors, il faut voir la quantité qu'elle en consomme. C'est pas interdit de manger des bonbons au quotidien, mais il faut évaluer cette quantité-là, plus la quantité des autres sucres qui peuvent être dans l'alimentation, apportés tant sous forme effectivement de boissons, des boissons sucrées. Oui, des sodas, les jus, voilà, les eaux aromatisées sucrées. Bon, tant après sur le plan alimentaire avec les sucres. Vous comptez les eaux aromatisées sucrées, celles qui sont sucrées. Oui, il y en a qui sont sucrées et d'autres qui sont non sucrées. Donc là aussi, c'est un apport en sucre supplémentaire. Donc à surveiller, parce qu'effectivement, on voit une bouteille d'eau, même aromatisée. On a plutôt tendance à dire bon, bah, c'est plus sain, on va privilégier les eaux aromatisées par rapport au jus, donc en toute bonne conscience. Oui, tout à fait. Donc, mais il faut en tenir compte. Ça va être 2 fois moins sucré que les jus pour avoir une idée de comparaison, mais il y aura quand même dans une timbale, il y aura quand même 2 carreaux de sucre. D'accord. Donc quand même. Quand même, oui. Donc effectivement, on ne passe pas à une alimentation en eau. Voilà. Uniquement aromatisé. Exactement. Donc ça s'apprend aussi dès le plus jeune âge, effectivement. Et alors pour finalement avoir une représentation vraiment globale de la quantité de sucre qu'un adulte peut consommer dans la journée, ça serait l'équivalent de 5 cuillères à soupe à peu près de sucre de canne, par exemple. Oh, il y a de la marge quand même. Il y a de la marge, mais ça va vite, 5 cuillères à soupe, parce que on va prendre peut-être un demi-litre de soda, on aura déjà ces 5 cuillères à soupe. Donc finalement, ça va vite. On ne s'en rend pas compte, mais ça va vite. Donc privilégier effectivement, enfin faire attention à sa dose d'ingestion quotidienne de sucre. Ouais. D'accord, très bien. Alors au-delà de la prévention, donc nous parlerons, je m'adresse à nos téléspectateurs, nous parlerons de l'activité physique, enfin de tout ce qui peut être assimilé à des traitements hors médicamenteux, prévention et traitement hors médicamenteux. Nous avons eu l'occasion de parler de l'activité physique et dans le cadre des personnes âgées, d'une activité physique adaptée. On l'a vu, quel que soit le type de pathologie, quel que soit le degré d'autonomie ou de dépendance, on peut avoir aujourd'hui une activité physique adaptée à son handicap, à sa dépendance et à ses pathologies. Donc ça, nous en parlerons la semaine prochaine. Mais en termes d'alimentation, une fois que le diabète s'est installé, quelles sont les précautions à prendre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Alors là, ça demande un peu plus de rigueur. Déjà, bien respecter, je répète, les 3 repas par jour avec des horaires relativement réguliers. D'accord. D'accord. L'irrégularité est également facteur. De même que la prise, en fait, c'est corrélé aussi avec la prise des médicaments. Donc, il faut que les médicaments soient pris au bon moment également. Donc, vraiment, les 3 repas par jour. De préférence, si possible, à heure similaire, régulière. Voilà. Ça va être important pour le diabétique. Ensuite, c'est le diabète. L'alimentation du diabétique, c'est rien de plus, rien de moins qu'une alimentation particulièrement équilibrée. D'accord. Donc on redouble d'attention. On va redoubler d'attention.
notamment par rapport à la quantité de féculents cette fois-ci, qu'on va surveiller. On ne va pas les supprimer, on va les surveiller. Chaque diabétique a sa part de féculents qui lui est propre et qui est adaptée aussi donc, à ses besoins, mais aussi à son traitement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est des besoins spécifiques. Et après, effectivement, au niveau de l'assiette midi et soir, il y aura une grande majorité de légumes verts, avec la chair, bien entendu. Après, les fruits sont quand même aussi à contrôler parce qu'ils peuvent apporter beaucoup de sucre. Je pense aux gens qui adorent manger leur bassine de mango quand c'est la saison. Donc là, un diabétique ne peut pas se permettre ce genre d'écart. Effectivement, on va réguler la quantité de fruits aussi apportés, puisque ça véhicule du sucre. Alors les féculents apportaient du sucre lent, mais je dirais qu'au final, c'est transformé sous forme et absorbé sous forme de sucre rapide. Donc c'est pour ça qu'il faut à la fois tenir compte de la quantité de féculents, mais aussi la quantité de sucre apporté par les fruits et la quantité de sucre apporté aussi dans les préparations. Alors pour cette dernière catégorie de produits qu'on va appeler les produits sucrés, les bonbons, les gâteaux, les glaces par exemple, il y aura du sucre certes rapide, parfois aussi du féculent quand il s'agit d'un gâteau puisqu'on a la farine. Donc ça aussi on va en tenir compte. Par contre, j'insiste là-dessus, le diabétique il peut manger des produits sucrés. Chouette en petite quantité et toujours à la fin du repas. Ça, c'est une règle de base. D'accord. Jamais en dehors des repas, sauf effectivement s'il a une hypoglycémie pour se resucrer. Donc alors, régularité, respect donc des 3 repas, mais également des prises de sucre à certains moments. Voilà, combiné avec d'autres. D'accord. Toujours au sein du repas en tout cas, jamais en dehors. Jamais en dehors. Alors pourquoi? Parce que l'absorption de sucre simple en dehors du repas fait augmenter effectivement rapidement la glycémie. Alors que quand il est mélangé au sein même du repas, la glycémie elle aura tendance à monter moins vite. Voilà. Donc il faut quand même tenir compte aussi de cette ration de sucre simple dans la ration de sucre total du repas en fait. Le sucre total du repas. Alors, il va falloir marcher avec une calculette ou une petite balance. Non, faut pas s'arracher les cheveux. Alors moi, ça a l'air très compliqué en fait. Ça a l'air compliqué, mais alors je tiens aussi, je prends en compte aussi l'âge de survenue effectivement du diabète. Donc effectivement, on ne va pas parler de la même manière à une personne qui a développé son diabète par exemple à 40 ans ou 50 ans, qui aura aussi peut-être reçu une éducation nutritionnelle aussi, c'est intéressant, mais il y a des gens qui n'ont pas reçu cette éducation nutritionnelle, qu'il y a une personne qui a déjà 75 ou 80 ans. Après, ça dépend aussi des autres pathologies à côté, mais on peut être un peu plus souple à la limite pour ces personnes-là. Il faut imaginer également que ça va remettre peut-être certaines choses en question dans leur mode de vie, dans leur alimentation. Leur demander de manger des légumes verts à chaque repas, ça sera peut-être difficile quand ils sont habitués à manger leurs légumes pays. C'est vrai qu'il est plus simple et plus facile de se discipliner au niveau alimentaire quand on a 40... Pas forcément, pas toujours. J'ai vu des cas, effectivement, des réfractaires qui ont déjà à 50 ans plein de complications, qui vont vous raconter comment il faut manger, mais qui, à la maison, ne font pas du tout ce qu'il faut. Allez savoir pourquoi, ça c'est un autre débat. Mais je dirais que voilà, la personne qui a fait la démarche de toute manière de se dire bon, ben, je suis diabétique et je vais consulter quelqu'un pour savoir vraiment ce qu'il faut faire au niveau des quantités, de la qualité, de la répartition, ce sera déjà une personne qui aura la volonté d'avancer sur ce point-là. Y a-t-il des aliments à bannir? Absolument de l'alimentation du diabétique? Pour moi, non, franchement, non. Non. Donc on peut manger de tout. On peut manger de tout, oui. C'est même important parce qu'en fait, il ne faut jamais perdre de vue la dimension sociale de l'alimentation. Ouais. Si on commence à faire des régimes trop restrictifs, c'est double peine pour ces personnes. Et tout particulièrement les sujets âgés qui déjà sélectionnent leur alimentation parce qu'ils ont du mal à mâcher, parce qu'ils ne goûtent plus les aliments de la même façon, donc ils vont éliminer un certain nombre d'aliments de façon spontanée. Et si vous rajoutez à ça un régime restrictif, on les emmène dans la dénutrition. C'est-à-dire à vouloir surtraiter les sujets âgés, on en fait des sujets dénutris. Moi, j'insiste vraiment bien sur le fait qu'il n'y a pas de régime restrictif chez le sujet âgé.
Il y a des conseils diététiques, je dirais, qui valent pour tout être humain, du plus petit au plus grand, et qu'il faut peut-être mieux respecter quand on est malade, quand on a une maladie. Mais en tout cas, aucun aliment proscrit. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Il faut garder du plaisir en mangeant. Effectivement, surtout chez la personne âgée qui a vite fait de repousser l'assiette si ça ne lui plaît pas. Ça, c'est effectivement un problème. Ouais. Alors, vous venez de parler de dénutrition. Ça semble un petit peu compliqué également. C'est sans doute un des risques lorsqu'on observe un régime, de savoir jusqu'où ne pas aller pour ne pas tomber dans la dénutrition. Alors, chez le sujet âgé. C'est pour ça que chez le sujet âgé, la surveillance du poids est importante. Donc peser les sujets âgés une fois par mois. Donc à la surveillance. Toutes les femmes montent sur leur balance le matin. Aucun sujet âgé n'est capable de vous dire son poids. Il vous dit le poids qu'il avait à 60 ans, jamais le poids qu'il a à 85. C'est évidemment plus le même poids. Donc il faut surveiller le poids et il faut qu'ils fassent des prises de sang. Alors minimum, je dirais 2 fois par an quand ils ont une maladie comme un diabète ou une autre maladie cardiovasculaire. Au moins 1 fois par an quand ils ne sont absolument pas malades. Prise de sang dans laquelle, en plus du poids qu'on a surveillé précédemment, on surveille un paramètre de la nutrition qui est l'albuminémie. On a eu l'occasion d'en parler lors d'une émission précédente. Et si le sujet se dénutrit, peu importe son diabète, il faut qu'il mange. D'accord, donc là, on privilégie le traitement de la dénutrition par rapport au traitement du diabète. En gériatrie, toujours, le sujet âgé. Parce que la dénutrition va avoir des conséquences beaucoup plus rapides que le diabète et va venir aggraver les pathologies qui auraient pu être développées à cause du diabète. Par exemple, les pathologies cardiovasculaires vont être aggravées par la dénutrition. Donc, quand il faut faire une hiérarchie entre différents mots, je dirais, la dénutrition gagne toujours. Et dans ces cas-là, on n'y a plus ni diabète, ni maladie cardiovasculaire, ni rien du tout. Il y a un sujet qui doit manger ce qu'il veut, comme il veut. Et nous, derrière, notre travail, c'est de faire en sorte d'adapter les traitements pour lui permettre d'éviter des conséquences néfastes. Mais les traitements, ça s'adapte. Et ça s'adapte aussi à la réalité du sujet. D'accord, très bien. Est-ce que, lorsque la personne âgée, on est tous plus ou moins confrontés à ça, face au vieillissement de proches, de parents ou de membres de la famille, on note une perte d'appétit parfois, un refus d'appétit, ou lorsque survient dans la vie de cette personne un événement comme un décès, un deuil, on note justement un refus de s'alimenter ou alors des réticences à s'alimenter. On a parlé d'alimentation plaisir et de la nécessité de s'alimenter correctement, mais est-ce qu'il y a des solutions, des palliatifs à cette défaillance d'appétit chez la personne âgée, même atteinte du diabète qui suppose également une alimentation adaptée? Alors il n'y a pas de médicament pour prendre l'appétit. On me le demande en consultation. Oui, parce pas quelque chose, une petite piqûre, docteur, pour rendre de l'appétit à maman. C'est ce qu'on donnait, je ne sais pas si on le donne encore aux enfants qui ne mangent pas. On leur donnait un petit quelque chose pour ouvrir l'appétit. Ça n'existe pas. Fut un temps, mais il y a longtemps, on utilisait des molécules comme les amphétamines. On a rapidement vu les catastrophes générées par ce genre de traitement. Donc non, il n'y a pas de médicament pour rendre l'appétit. Il y a des médicaments qui ont comme effet secondaire d'augmenter l'appétit, comme les corticoïdes par exemple, mais qui ont tellement d'effets secondaires graves, délétères derrière, qu'on ne pourrait certainement pas se permettre de les donner uniquement pour donner faim. Donc non, la composante de plaisir est très très importante, la composante sociale, la composante de partager le repas, et puis de préparation du repas, parce que c'est vrai que rien ne donne moins faim qu'un poisson cuit à l'eau et des légumes vapeur. Moi j'aime mes légumes avec un petit peu de beurre, avec un petit peu de crème, avec mon poisson, avec sa petite sauce, voilà, et je pense que ça peut faire partie d'une alimentation complètement équilibrée. Quand la personne a présenté une telle perte d'appétit qu'elle est dénutrie, la seule solution qui nous reste, après avoir joué sur la composition des aliments, le facteur plaisir, c'est malheureusement les compléments alimentaires. Et il y a des compléments alimentaires adaptés aux diabétiques. Donc on a aussi cette gamme-là. Mais c'est déjà un traitement, et j'ai envie de dire on est déjà un peu trop tard.
D'accord. Donc, le mieux, c'est d'arriver à faire quelque chose avant avec les aliments dans tout ce qu'ils ont de naturel. C'est quand même le meilleur. D'accord, très bien. Alors, pour parler plaisir et pas de compléments alimentaires, Madame Langa, vous n'êtes pas venue les mains vides. J'en ai une petite recette. Tout à fait. Alors, comme c'est bientôt l'heure du déjeuner. Voilà, c'est une recette qui va être adaptée à tout le monde. Aussi bien le bien portant, quel que soit l'âge d'ailleurs, que le diabétique. Alors, c'est une petite, on peut présenter ça sous forme de petite verrine, c'est assez à la mode, de gelée fraîcheur, passion mandarine. En plus, ce sont 2 fruits dont c'est la saison, donc il faut en profiter. Alors, il faut aimer le petit côté acidulé quand même de la passion. Mais après, si on n'aime pas le maracuja, on peut remplacer par la mandarine, simplement. Ou l'orange, à la limite, ça fonctionne également très bien. D'accord. Alors, pour 4 personnes, il vous faut 1 à 2 oranges, 2 à 3 mandarines. Alors pourquoi cette variation? C'est parce qu'on va les presser, effectivement, il faut que ça donne une certaine quantité de jus. Voilà. 5 à 6, voire 7 maracuja. Un sachet de 2 grammes d'agar-agar. Alors l'agar-agar, c'est l'équivalent de la... Ah ben j'ai perdu le mot. De la gélatine en fait. À savoir que la gélatine est d'origine animale et l'agar-agar d'origine végétale, puisque c'est une algue qui aura pour effet effectivement de solidifier, de gélifier la préparation. Et 2 cuillères à soupe, voire 3 quand même, de sirop d'agave. Donc c'est un sirop naturel qui est sucré, qu'on trouve de plus en plus même dans les supermarchés, mais essentiellement en magasin diététique ou en pharmacie d'ailleurs. Et qui a pour principe en fait de ne pas faire augmenter la glycémie. Donc ça c'est intéressant chez le diabétique, mais n'importe qui peut en prendre, même les enfants. Ou alors carrément on va mettre du stevia. C'est un édulcorant naturel, mais qui va quand même donner un petit goût légèrement amer. Après on peut très bien mettre du sucre de canne, ça va fonctionner. Alors cette gelée aussi elle est intéressante parce qu'elle permettra aux personnes âgées qui ont des problèmes aussi de déglutition de consommer un petit peu de liquide. Donc ça aussi, ça sera important. Alors, au niveau de la préparation, c'est pas compliqué, c'est super rapide en plus. Vous prenez le sachet d'agar-agar ou la gélatine, vous délayez avec 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. Vous pressez vos oranges ou vos mandarines jusqu'à l'obtention de 300 ml de jus en fait. Et on va faire chauffer ça à feu doux 2 ou 3 minutes jusqu'à l'ébullition et laisser, laisser 2 à 3 minutes avant d'éteindre le feu. À légère ébullition, léger frémissement. Ensuite, on va s'occuper des maracujas, on va les couper en 2, recueillir le jus. S'il y a beaucoup de graines, on va filtrer, éliminer les graines, ça sera plus agréable. Et on va verser ensuite ce jus dans le jus d'orange mandarine qu'on a pressé. On va sucrer à ce moment-là, soit avec le sirop d'agave, soit avec le sucre de canne, ou encore la stevia. Et tout simplement, on va verser dans les petites coupelles ou les petites verrines. Et on va laisser au frigo pendant 1 heure. Ça suffit largement. Et vous allez pouvoir déguster. D'accord. Donc, c'est un entremets qu'on peut prendre en fin de repas. En fin de repas, oui. Ouais, tout à fait. Le soir également, le soir, le midi, en collation éventuellement. En collation, oui. Le diabétique peut également avoir des collations. On n'a pas parlé, mais ça peut s'organiser. C'est en fonction de son mode de vie, de son appétit, de sa faim aussi. Mais ça peut très bien s'intégrer. Et là encore, au final, sur la journée, il faut que les féculents soient bien répartis aussi et que ça soit adapté aussi au traitement. Très bien, je vous remercie. Voilà, je vous en prie. Donc, un petit entremets frais. Tout à fait, de saison. Voilà. Donc avec des fruits de saison qu'on trouve. Et ça passe très bien pour les fêtes aussi. Et ça passe très bien pour les fêtes. C'est un petit dessert léger, on peut décorer avec une petite feuille de menthe. Voilà. D'accord, très bien. Alors, si on veut retrouver cette recette et d'autres recettes que vous concoctez, nos téléspectateurs peuvent se les procurer. Alors, on va pouvoir, elle n'est pas encore en ligne, mais effectivement, je pourrais la mettre sur mon blog. Donc, c'est mangermieux972.unblog.fr. Voilà, l'adresse s'affiche donc sur l'écran. Donc, nous trouverons cette recette, mais également d'autres pour les diabétiques, mais d'une façon générale pour tous ceux qui ont envie de manger très correctement. Écoutez, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation.
Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine. Nous poursuivons sur le thème du diabète avec les soins pour les diabétiques, notamment les soins des pieds, qui sont des soins très importants dans le traitement et la prévention donc, de complications liées à la pathologie du diabète, mais également nous parlerons activité physique. Nous en avons déjà parlé il y a quelques semaines au cours d'un précédent numéro de Mahogany, mais là nous parlerons de l'activité physique adaptée aux diabétiques. À très bientôt.